Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer finalement notre expérimentation avec Go et BMAD en continuant le fameux logiciel MQTT2BDD qui, je l'espère, vous a manqué ces 2 dernières semaines. Ouais, j'avais précisé précédemment qu'on ferait peut-être une vidéo aussi sur la façon dont on backupera Proxmox qu'on avait mis en place dans la vidéo précédente avec mon serveur Borg. Finalement, je vais quand même prioriser plutôt de terminer une fois pour toutes MQTT2BDD avant de faire ça. Parce que là, j'ai réussi à mettre en place ce serveur de backup en fait sur mes autres services, donc il n'y a pas forcément d'urgence à faire ça rapidement. Et en même temps, comme j'avais dit, j'aimerais aussi du coup reformater complètement le PC que j'ai chez moi pour utiliser à la place un file system complètement chiffré, plutôt que de gérer des chiffrements de temps en temps pour certains services et pas d'autres, comme ça serait notamment le cas avec les backups Borg. Donc bon, comme c'est un chantier qui est finalement un peu plus gros que prévu, je préfère finalement d'abord terminer MQTT2BDD, comme ça on est bon là-dessus, et puis ensuite voir pour le reste, sachant que comme dit, il n'y a pas vraiment d'urgence, quoi. Déjà là, je me rappelle même plus où on s'était arrêté sur MQTT2BDD, donc comme dit, ça serait bien de finir ça une fois pour toutes, quoi. Alors, où est-ce qu'on en était? Je vais me mettre de nouveau plutôt en bas, je pense. On peut déjà se connecter. Je n'ai toujours pas rajouté Claude dans mon PAF, mais bon. Ok, nous y voilà. Je vais peut-être voir, c'était quoi la dernière story? Story 1.8. Donc on est à la story 1.9. Donc on appelle l'agent SM, c'est ça. L'action story 1.9. Ok, SM dit domaine BG. Donc j'appelle SM, ah non, ok. BMAD agent SM. Oh là là, on oublie vite, hein. Bonjour, revoilà Bob. Tu peux me rédiger la story 1.9. Sans espace entre story 1.9 évidemment. Enfin 1.9, je sais même pas si elle existe la 1.9. À un moment on va peut-être passer à la 2. quelque chose quoi. En fait il m'écoute pas, je vais d'abord suivre la procédure étape par étape. D'abord je localise les stories existantes et les fichiers épiques. Peut-être un peu mieux. Excellent, il est d'accord avec notre travail visiblement, tant mieux. Voilà, tant de choses à faire, hein. Peut-être un peu recentré là. C'est mieux comme ça, non? Bref, faut bien qu'on s'occupe pendant que Claude travaille pour nous quoi. Mais c'est incroyable là, il est toujours en train de mouliner, là ça fait 3 minutes qu'il bosse. Alors que tout ce qu'il doit faire, c'est prendre les notifications MQTT qu'on a déjà interceptées, je crois, dans la story précédente, et les écrire dans la connexion Postgre qui, elle aussi, a été déjà effectuée, quoi. Ah voilà, il a fini. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, story 1.9, donc pareil, on a de nouveau une paraphrase de la story en tant que utilisateur de système autonome maison. Je veux que toutes les requêtes MQTT soient automatiquement persistées dans Postgre, de façon à ce que je puisse analyser l'historique des différents devices. Les critères d'acceptation, là c'est pareil, c'est super précis. Dans la fonction main.go, on aura un appel à database insert message pour tous les messages MQTT qu'on reçoit, la façon dont on gère le message, et ensuite on s'occupe des logs, quoi. Il nous change aussi la séquence de démarrage de façon à ce que la suscription arrive après la connexion au serveur MQTT et Postgre. Oui, effectivement, de toute façon, on ne peut pas se connecter, je suppose, à des salons MQTT tant qu'on n'est pas connecté au broker MQTT, quoi. Après, bon, pourquoi le faire après la connexion à la base de données? Bon, on s'en fout un peu, ça ne doit pas changer grand-chose, quoi. Sachant qu'en plus, on a un buffer, on pourrait très bien le faire après, mais bon, c'est pas grave, je pense pas que ça change grand-chose. Et puis, au pire des cas, si on n'a plus de notifications pendant la période de connexion, c'est pas si grave non plus, quoi. Et enfin, on aura des tests manuels aussi en end-to-end. Donc, on va publier un message MQTT depuis le serveur de Dev Mosquito. Donc là, on a bien la commande en fait qu'on a déjà utilisée plusieurs fois hein, pour simuler finalement l'envoi d'une notification sur un périphérique qui s'appellerait Zigbee to MQTT / living room / thermostat avec les valeurs température à 21,3 degrés et l'humidity à 45. Ensuite, on vérifie que le message apparaît bien dans la table sensor métrique. Ah oui, on va même faire un test de charge manuelle. On va publier 100 messages rapidement. Je sais pas ce qu'ils appellent rapidement, parce que ça va être plein de copier-coller un à la suite de l'autre. Je pense que Claude va nous générer un petit script bash qui va faire une boucle pour faire ça, quoi. Mais c'est marrant. On m'attendait pas à ce qu'on fasse ce genre de test, mais ok. Et ensuite, on vérifie qu'on a les bons logs. Et que forcément, tout le code passe à GoFMT, GoVet et static check, comme on a à absolument toutes les stories. Ensuite, on a nos différentes tâches et sous-tâches. Donc la tâche 1, ça va être d'ordonner, enfin de changer l'ordre de la séquence de startup. Ouais, bon, c'est pas grand-chose, hein. Tâche 2, on va enlever le test hardcodé d'insert message qu'on a fait, je crois, avant. C'est ça, story 1.8. Avant notre épisode hors série sur Docker. La tâche 3, ça va être d'implémenter le pont réel entre MQTT et puis la base de données, enfin, le gestionnaire de messages, quoi.
Donc là c'est pareil, on enlève le code de test et on appelle à la place une goroutine qui va s'occuper concrètement de l'insertion du message, quoi. On repasse ce fameux contexte background dont on a parlé pendant une vidéo précédente, là. Le topic, donc c'est le nom de la notification, la date courante et ensuite le JSON en payload, quoi. Ça m'a l'air bien. Tâche 4, c'est les linters. Et enfin, task 5, ça va être les tests manuels qu'on va faire, quoi. C'est marrant qu'ils ne précisent pas le code, on va peut-être le voir après pour publier les 100 messages rapidement, parce que rapidement, c'est une notion qui est assez abstraite quand même, hein. Je m'attendais à plus de rigueur de sa part. Donc, qu'est-ce qu'on a comme note de dev? Donc, insert message a été implémenté dans internal /database/query, ok. Et la tâche 3 de la story, rajouter une méthode temporaire qui est hardcodée dans le main.go. Oui, ok, bah ça là, on va l'enlever, quoi, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est marrant, ils disent même l'état actuel, en fait, mais si je veux voir l'état actuel, il suffit que j'ouvre le fichier, en fait. Pourquoi est-ce que c'est redéfini dans ce markdown, quoi? Et puis, on rajoute aussi les différentes notes qui ont été trouvées dans les gates, là, comme quoi, à un moment, il va falloir toujours gérer ce fameux defer clause qui va être géré qu'à la fin de l'implémentation, là, quasiment. Pareil, le contexte background qui n'a pas de timeout, ce qui va aussi être fait dans la story 2.x. Alors ça aussi, c'est pas très précis, hein. Je sens qu'on va pas le faire, ou je sais pas comment on va gérer ça, mais bon, on verra bien. Le fait qu'on n'ait pas de timeout, tout ça, là, et puis qu'on ait des tests. Mais tiens, c'est marrant, là, on nous dit que pour le moment, on accepte le fait qu'on n'ait pas de test au niveau des logs, mais que ça devrait être changé à la story 3.4. Ah bon, je pensais pas qu'on ferait ça, mais ok, on verra bien, quoi. On a aussi établi des conventions entre les stories 1.7 et 1.8. Donc si la méthode d'un composant log sa propre erreur, main.go ne le duplique pas dans les logs. Il appelle seulement OS_exit. Ouais. Oui, bah ok. Pour les erreurs fatales, évidemment. Ok, main.go. Structure ciblée après la story 1.9. C'est bon, il suffit de lire ce qu'on veut faire dans la story, quoi. Donc dans cette story, le seul fichier qui sera modifié, c'est le main.go. Bah, effectivement, hein, vu qu'on va simplement modifier le placeholder qu'on avait avant pour pouvoir vérifier l'écriture en base de données par de la vraie donnée, quoi, qui provient de fonctions qui existent déjà. Donc bon. Donc là c'est pareil, on a de nouveau une description de ce que fait le fichier main.go. On va pas passer dessus, hein, c'est toujours la même chose. On se tourne à la vraie fonction message handler qu'on va rajouter en fait finalement, quoi. Donc ouais, c'est une fonction qui prend en paramètre deux choses, le nom du topic sur lequel la notification MQTT a lieu pour savoir quel périphérique l'émet, quoi. Et puis la charge utile qui est le JSON. Ah non, c'est bizarre cette façon de faire là, c'est quoi ce truc? C'est une fonction qui possède une fonction? C'est quoi Go là-dedans? Bizarre cette forme. Demandons à l'autre Claude ce qu'il en pense. Je reprends mes expérimentations avec Go. Peux-tu m'expliquer ce que c'est que cette deuxième fonction présente dans la première fonction? C'est une goroutine anonyme. En fait, il y a deux concepts imbriqués ici. La closure fonction externe. C'est quoi une closure encore? C'est juste une fonction anonyme. C'est une fonction anonyme assignée à une variable. Elle capture l'environnement extérieur. Ici, DB client. Ah ok, j'ai accès à DB client donc dans cette fonction-là parce qu'elle est définie avant, c'est ça? Ce qui en fait une closure, elle a accès à DB client sans qu'il soit passé en paramètres. Ok, ouais. La goroutine anonyme, fonction interne. C'est la partie qui t'intrigue. Décomposons. Fonction, là on définit une fonction, ça c'est ok, il n'y a pas de souci particulier. Et entre et les parenthèses, à la fin, l'appel immédiatement. Ok, c'est ça. Attends, c'est quoi en JavaScript, quoi. Le mot-clé Go devant lance cet appel dans une goroutine séparée, donc de manière concurrente. Ben ok, c'est-à-dire que ce truc-là tourne dans un autre thread, en fait. Ouais, c'est bizarre parce que c'est pas un truc qui boucle sur lui-même, en fait. Je m'étais attendu que peut-être que là, on aurait le watcher qui vérifierait qu'une notification ait lieu, mais bon, ça on le fait déjà dans le main, en fait, il me semble. Donc. Mais sans le Go, l'insertion en base bloquerait le handler MQTT jusqu'à la fin de l'écriture. Avec le handler, on rend la main immédiatement et l'insertion se fait en arrière-plan. Ouais, ok, donc ça permet de gagner un peu en efficacité si on a effectivement 100 messages qui arrivent d'un coup, probablement. Même si, encore une fois, on est censé avoir une pool qui stocke les messages en attente de traitement, donc je sais pas trop à quel point on aurait vraiment un problème. Mais bon. Ensuite, pourquoi une fonction et pas juste go db client insert message? Bah ouais, déjà ça, pourquoi juste pas... Enfin ouais, pourquoi on n'avait pas juste db client insert message avec rien en fait? Dès qu'on reçoit un message, on appelle ce truc et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'on s'embête? Bonne question qu'on se pose souvent. Ici, tu aurais pu écrire directement go db client insert message. Donc avec l'appel, il nous dit et ça marcherait la forme go fonction, enfin la closure quoi, je suppose.
devient vraiment utile quand tu veux faire plusieurs choses dans la goroutine. Gérer l'erreur, loguer, enchaîner les étapes, ce qui est le cas ici avec le if erreur de point égal. Tu ne peux pas mettre un if directement après un go. Ouais, ok, effectivement, oui, on appelle donc cette fonction de façon asynchrone, donc ensuite on peut lui faire ce qu'elle veut, alors que si ce n'est pas... Enfin, ouais, en gros, on appelle qu'une seule fonction après le go, quoi, donc forcément, on peut pas mettre d'embranchement, on peut mettre de if, de while, ce genre de choses, quoi. Le piège classique à connaître, quand une goroutine anonyme capture une variable de boucle, elle capture la référence, pas la valeur. Ici, topic et payload sont des paramètres de la closure externe, donc chaque appel a sa propre copie. Pas de souci, mais dans une boucle for, il faudrait faire attention. Ok, attends. C'est quoi la différence entre une closure et une fonction anonyme? Plus sûr de me rappeler, parce que j'ai l'impression que les deux sont... Ce sont deux concepts distincts qui sont souvent confondus parce qu'en pratique, ils apparaissent ensemble. Une fonction anonyme, c'est simplement une fonction sans nom. C'est une question de syntaxe. Oui, au fait, ok, effectivement, là, une fonction qui s'appelle add. Là, on n'a pas de nom. Donc, en fait, on peut pas l'appeler cette fonction ailleurs que là où elle est définie, quoi. Rien de plus, elle ne fait référence à rien d'extérieur, elle est autonome. Une closure, c'est une fonction qui capture des variables de son scope englobant. C'est une question de comportement. Ah ok, c'est parce que comme là, on a db client qui est défini en dehors de la fonction, quoi. Fonction makeCounter. Là, on fabrique un counter, on définit une variable count qui vaut 0. Et là, on va retourner une fonction qui permet d'incrémenter count et de retourner count, mais elle n'est pas définie dans la fonction. Donc ça, c'est une closure. Bon, globalement, si je mets un machin truc égal makeCounter, ça va nous retourner une fonction qui, dès que je l'appelle, va incrémenter le compteur et retourner la nouvelle valeur du compteur, quoi. Ok. La fonction retournée ici est à la fois anonyme et une closure. Elle enferme closeover la variable count. Même après que makeCounter a terminé, la variable count survit parce que la closure maintient une référence dessus. Le point clé, une closure n'est pas forcément anonyme et une fonction anonyme n'est pas forcément une closure. En Go, tu ne peux pas faire de closure nommée au sens strict. Les fonctions déclarées avec fonction func non au top level n'ont pas de scope englobant à capturer. Donc en pratique, les closures en Go sont toujours des fonctions anonymes, ce qui entretient la confusion. Pour revenir à ton code, donc là, il nous a rajouté des commentaires. Je vais vous zoomer un peu tout ça quand même. Voilà, vous voyez un peu mieux ce que je lis. Donc là, on a MQTT message handler qui est une closure et une fonction anonyme, effectivement. Fonction anonyme, pourquoi? Parce que la fonction n'a pas de nom, même si en soi elle est quand même stockée dans MQTT message handler, donc en soi je sais pas trop... on peut quand même l'appeler, quoi, je suppose. Mais en tout cas, c'est a priori pour ça que c'est une fonction anonyme. Et pourquoi c'est une closure? Parce qu'on a fait appel à db client, qui n'est pas défini dans la fonction en fait, qui provient d'ailleurs, quoi. Faut quand même lui demander, hein, histoire d'être sûr là. Donc, mais dans tes exemples, on peut appeler ces fonctions anonymes via MQTT message handler et transform, non? Qui sont finalement les deux valeurs qui sont de l'autre côté du genre d'égal, là. Très bonne observation, c'est une subtilité importante. Oui, tu peux les appeler via ces variables, mais la fonction elle-même n'a pas de nom. C'est la variable qui en a un... Oui, la variable qui encapsule la méthode, quoi. La distinction entre l'identité de la fonction et la variable qui fait la référence. Là, on a une fonction qui s'appelle add, qui permet d'ajouter. Et là, on a une fonction anonyme qui fait une multiplication par 2, quoi. Add est un nom lié à la fonction au moment de la compilation. Il est fixe et fait partie de la déclaration. Transform est juste une variable de type fonction qui prend un paramètre int et qui retourne un integer. Tu peux la réassigner. Ouais, ok, c'est un peu bizarre, mais... Genre là, on définit transform sur une fonction, et puis là, on peut redéfinir transform sur un add, mais bon. Claude nous précise quand même que le code qui nous a généré ne fonctionnera pas, quoi. Très bien. C'est comme la différence entre un objet et une étiquette qu'on colle dessus. La fonction nommée naît avec son étiquette intégrée. Une fonction anonyme est un objet sans étiquette. Tu peux en coller une via une variable, la passer directement en argument, ou l'appeler sur place sans jamais la nommer. Bon, on va dire qu'on a compris. On verra bien comment cette méthode sera utilisée en fait au sein du code. Ah bah tiens, il nous demande pourquoi est-ce qu'on a une goroutine par message ici. Alors, Pao invoque le gestionnaire de messages dans sa propre goroutine. Si on appellerait insert message de façon synchrone dans la goroutine Pao, ça voudrait bloquer la réception des messages pendant l'écriture en base de données, quoi. Pendant la latence de la base de données, plus précisément. Alors que faire une goroutine par message, ça permet de paralléliser les écritures, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette approche, elle est intentionnellement simple
Et dans la story 2.1, on va remplacer ça avec un buffer channel. Ah ok, il n'est pas encore là le buffer. Plus une écriture simple en base de données. Ouais, on se prend, on développe même maintenant des étapes intermédiaires du logiciel qui ont des fonctionnalités qu'il n'y aura pas dans dans le logiciel de base, quoi. Ensuite, on n'a pas besoin de la structure de message. Comment ça, on n'a pas besoin? Faut pas retourner un message, là? Là, c'est pareil, on rajoute la notion de message que dans la story 2.1. Ok, ok. Et ensuite, on parle de la conversion du JSON. JSON raw message is a type raw message byte. Je suis pas sûr de comprendre, là. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une conversion zéro copie de type zéro copie. Mais comme Pao ne réutilise pas la charge, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va voir la source qu'il nous a donné là. Doc, architecture, core, workflow, mince. Workflow 2, application, startup, séquence. Ouais, compliqué là. Plutôt lui demander à l'autre Go. À l'autre Claude. Toujours sur mon logiciel Go, dans la story, on trouve l'instruction suivante. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est cette notion de zéro copie type assertion? La conversion zéro copie en Go, le texte de ta story mélange un peu de concepts, alors clarifions. Ce qui se passe réellement, JSON raw message est défini comme type raw message byte, ok, une chaîne de bytes. C'est un type défini dont le type sous-jacent est tableau de bytes. Quand tu écris message JSON raw message payload, payload est un tableau de bytes, ok. Ce n'est pas une type assertion qui s'écrit x point entre parenthèses t. Et concerne les interfaces, c'est une conversion de type t entre parenthèses x. Go l'autorise parce que JSON raw message et byte partagent le même type sous-jacent. Ok, ça c'était le truc qu'on avait vu la dernière fois là pour convertir je sais plus quoi en je sais plus quoi. Où je disais que c'était bizarre que c'était pas fait comme en PHP, mais en fait c'était comme en PHP, c'était juste que on avait des crochets en plus qui étaient rajoutés parce que on castait en tableau. Bref. Pourquoi zéro copie? C'est là que c'est intéressant, cette conversion ne copie aucune donnée en mémoire, le slice header, pointeur vers le tableau, longueur capacité est simplement réinterprété avec un nouveau type. Ok, donc il n'y a pas de genre de convertisseur qui permet de convertir le type JSON message, enfin JSON raw message en tableau de byte, quoi. Ok. Donc MSJ et payload pointent exactement vers le même backing array. C'est comme mettre une étiquette différente sur le même carton, le contenu n'a pas bougé. Pourquoi c'est important dans le contexte MQTT? Le commentaire dit ensuite que Pao, le client MQTT, ne réutilise pas le slice payload entre les callbacks. C'est crucial parce que si Pao réutilisait le même buffer pour le message suivant, ton JSON raw message pointerait vers des données qui seraient écrasées, bug silencieux. Oui, puisqu'on l'exécute dans une goroutine. Comme Pao alloue un nouveau slice à chaque callback, le zéro copie est sûr, personne d'autre ne viendra modifier les données sous-jacentes. Du coup, pas besoin de faire une copie défensive du genre copie, ouais ok, pour s'assurer qu'on n'ait pas de race condition. Quand tu aurais besoin d'une copie défensive, si la doc de Pao disait le buffer peut être réutilisé, tu devrais faire safe qui va être un appel de make. En fait, on va allouer dans safe un tableau de bytes de longueur correspondante à la payload. Et ensuite, avec la méthode copy, on copierait dans ce nouvel élément de mémoire équivalente à payload le contenu de payload. Et ensuite, notre message, on le redéfinirait depuis safe. Pourquoi? Parce que le JSON raw message, il continue à faire une zéro copie. Et donc là, pour le coup, on travaillerait sur les données sous-jacentes de safe et plus celles de payload. Ok, on a compris. Ouais, parce qu'on le fait là, quoi. Parce que le payload, de base, on ne sait pas si c'est du JSON ou pas, en fait. C'est ça le truc. C'est que nous, on récupère cette notification MQTT, c'est juste une chaîne de caractères, en fait. C'est nous qui l'interprétons comme étant du JSON via JSON raw message. Sauf que ce truc-là va juste changer, comme dit l'étiquette de la variable. Et le contenu en mémoire, lui, va pas être copié, quoi. Ok, j'ai compris. Bon, bref. Ensuite, on a la séquence de log qu'on devrait avoir au startup. Bon, ok. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais très bien. Et nous, on ne rajoute même pas de message de log nouveau, a priori. On a de nouveau le bloc d'import qui est marqué. Je sais pas si on rajoute des trucs ou pas, je suppose que non, en fait, hein, vu qu'on avait déjà fait juste un lien, finalement, entre les méthodes MQTT et Postgre qu'on avait déjà, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce point-là qui nous met? Vérifions si log est toujours nécessaire après avoir modifié le test qui a été hardcodé dans la story 1.8. Bon, ouais, ok, à voir, quoi. File localization, bon bah c'est pareil, on modifie que le main.go a priori. Besoin de rien de plus de nouveau. Ok, text tags toujours la même. Hein. Testing, on fait aucun test unitaire dans cette story. Le test qu'on fera est uniquement d'intégration, puisqu'on va
instancier des composants en réel, et puis on va réaliser des écritures et des lectures réelles. Donc, ce n'est pas la peine de faire des pure unit tests à ce niveau-là, ce qui est vrai, je pense. Et ensuite, alors voilà, c'est là que ça devient intéressant, on a les tests manuels qu'on va faire. Donc là, effectivement, il nous génère un script bash. Donc là, on va simplement émettre une notification MQTT. Et ensuite, on va constater, en se connectant sur le serveur Postgre, qu'on est bien la ligne dans la table Sensor Metrics. Ok. Et ça, c'est un test qu'on fera qu'une seule fois, hein, du coup. Parce qu'encore une fois, si on marque ça dans les tests d'intégration, il faudra s'assurer que la base soit vide avant. Et là, ok, il nous fait une boucle dans laquelle on va loguer les 100 messages, un à la suite de l'autre. Enfin, on va envoyer les 100 notifications une à la suite de l'autre. Et ensuite, on va se connecter et on va vérifier qu'on aura 100 entrées dans la table qui auront comme nom de sensor test load. Un caractère arbitraire, quoi. Moi, ça me paraît pas mal. Il nous dit qu'il n'a pas besoin de faire de plus de tests d'intégration. Bah, moi, je me dis que là, on pourrait faire le test d'intégration, de vérifier que tout un test d'intégration, en fait, non? Je sais plus où on en est. On avait fait des tests d'intégration déjà la dernière fois, mais elle provenait d'où la notification qu'on testait? Ça nous dit insert message is already integration tested. No additional integration test need for story 1.9. Alors ok, je vais lui dire d'écrire ça. Par contre, je veux juste vérifier qu'on ait bien pas besoin de faire de tests d'intégration. Ça me paraît bizarre, ça, quand même. Ouais, parce qu'il écrit des messages, mais qu'on récupère... Enfin, dont la valeur est définie arbitrairement dans le fichier de test. En fait, ça pourrait être intéressant de faire un fichier d'intégration qui va, plutôt que de définir, en fait, les messages directement en Go, bah, de faire des notifications MQTT, en fait. Mais bon, c'est peut-être un truc qu'on fera dans la story 3. On va lui demander. Déjà, qu'est-ce qu'il nous a répondu? J'analyse chaque section de la checklist contre la story 1.9 en mode YOLO. Ok. Bon, ok, il a l'air content, là. Clarity score 9 sur 10, alors que tout est bon, donc je sais pas pourquoi j'ai pas 10 sur 10, mais je pense que c'est comme pour les interros à l'époque, hein, t'avais jamais la marionnette parce que la perfection n'est jamais atteinte. C'est du troll de professeur, ça. Tu penses pas qu'il serait intéressant de rajouter un test d'intégration qui va se contenter d'émettre des messages MQTT et de vérifier qu'ils sont bien présents dans la base de données? On avait fait des tests similaires pour la story précédente en hardcodant les messages. Ça pourrait peut-être être intéressant d'en rajouter pour la procédure complète, non? Ou alors c'est quelque chose qu'on fera plus tard dans les stories, dans les futures stories. C'est exactement la bonne lecture. La story 1.9 est déjà correctement positionnée à ce sujet. Le test d'intégration full pipeline MQTT publish verify DB est explicitement prévu en story 3.3. Ok. Ok, gros, très bien. Je sais plus dans quel statut je dois passer les stories pour que le dev travaille dessus. C'est une progress? Bon, on va lui demander, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, dev. Bonjour, je suis James, développeur full stack pré-implémenté. Tu peux m'implémenter la story 1.9. Ah, le point bloquant est en statut draft. La règle dev agent interdit de commencer l'implémentation tant qu'une story n'est pas sortie du mode draft. C'est approved. Ah, il peut le faire lui-même. Allez hop. Il a le droit, lui. Oui, tu peux le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait comme modification? Donc là, il nous change l'ordre des éléments pour d'abord se connecter à la base de données et ensuite gérer le message handler qui d'ailleurs existait déjà avant. Tiens. Attends, mais pourquoi on supprime ce code? Justement, on avait vu avant comment faire pour... Ah non, le preview, ok, je pensais qu'on tronquait le topic, mais en fait le preview, oui, c'était juste pour les logs, en fait, pour qu'on puisse voir le message de debug, je crois. Donc effectivement, ce truc-là, on le supprime. Ça sert à plus rien. Oui, je me rappelle, on avait vu le casting, enfin le castage maintenant d'éléments, c'était pour justement convertir notre tableau en tableau de runes pour gérer les caractères multi-octets. Bref, là on a notre fameuse fonction anonyme. Et là, en cas d'erreur, on ne fait rien parce que l'erreur est déjà loguée dans insert message. Et là, du coup, on a la connexion à la base de données qui a été posée là-haut, donc c'est simplement un report. Et ensuite, là, on a l'insertion qui est hardcodée, qui est supprimée aussi. Ok. Et puis voilà, notre story, elle a été écrite 4 lignes à modifier dans le fichier, et on aura passé 1 heure dessus, quoi. Bon, après, je suis un peu mauvaise, mais on a vu d'autres choses encore, quoi. C'est un peu l'idée, quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, ok. Ah, faut que je démarre les conteneurs Docker. Qu'est-ce qu'il fait? Les conteneurs dev ne sont pas actifs, j'ai vérifié si Go est disponible localement. Non, mais il ne va pas les lancer localement, là. Qu'est-ce que tu fabriques? Une genre de base, il est censé utiliser une infra Docker pour
relancer les tests. Là, l'infra n'est pas up, donc il se dit, bon, on va le lancer sur le PC du client, quoi. Allez, hop, hein, au lieu de juste lui dire qu'il faudrait peut-être démarrer les conteneurs. C'est pour ça, l'IA, des fois, faut quand même faire gaffe à ce qu'elle fait, hein. Moi, je comprends pas les gens qui mettent de l'IA en prod comme ça. Ça me paraît assez foireux, quoi. Voilà. Tu peux relancer les tests. J'ai démarré les conteneurs Docker. Les conteneurs Docker. Ouais. Des majuscules Docker, ok. Donc Docker exec MQTT to BDD. Donc là, il va nous lancer les différents limiters. Maintenant, ça fonctionne. Il nous lance le petit govet. Static check. Il met à jour la story, mais il n'a pas vérifié. Est-ce qu'il a exécuté son script bash qu'il a fait à la main là? Je suis pas sûr, hein. On dirait bien que non. Il est déjà en train de mettre à jour la story. Ouais, ok, il ne met pas à jour la story 5. Ok. Enfin, la tâche 5. Validation manuelle, il reste les tests end-to-end. Ceci nécessite que tu publies des messages MQTT manuellement. Je te fournis les commandes exactes. C'est marrant là, pourquoi il me fournit les commandes? Est-ce qu'il pourrait pas les exécuter lui-même en fait, ces commandes? Alors moi je veux bien, hein, je vais les faire à la main aussi, mais jusqu'à maintenant il exécute tout seul. Là, ces commandes n'ont pas d'intérêt particulier à ce que ça soit moi qui les lance, quoi. Mais ouais, on peut tester déjà cette petite commande pour voir l'état actuel de la base. Donc on se connecte au serveur MQTT et là on voit en fait qu'on a les dernières intégrations qui ont été, enfin les derniers tests d'intégration qui ont été lancés. Donc la table n'est pas vierge. D'ailleurs tiens c'est marrant, elle les a pas exécutés les tests d'intégration là non plus. Si, il me semble bien que non. Bon nous on vide la table. Comme ça maintenant tout devrait... Ah ça me lance encore un truncate. Ok, comme ça tout est vide maintenant. Et là si on exécute... D'accord, allez, nous on va directement lancer son test là de 100 messages. Mais bon, sachant qu'on fait à chaque fois une reconnexion au serveur, enfin au conteneur, à mon avis, ça sera pas si rapide que ça, quoi, hein. Genre voilà, il faut quand même un certain temps pour exécuter ces 100 écritures, donc à mon avis, ah bah y a rien. Bah, en soi, c'est logique qu'il y ait rien, il a pas relancé le binaire qui a été compilé, je sais même pas s'il l'a compilé. Est-ce que tu as pensé à recompiler le binaire? En fait, il l'a pas fait, mais je recompile proprement, il me dit. Binaire reconstruit, tu peux maintenant lancer des tests manuels. Bah oui, mais là, il faut que je relance le conteneur aussi, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc je l'éteins, je le rallume, je relance mon test. Il n'y a toujours rien dans le conteneur. Comment il s'appelle mon conteneur dans lequel le binaire tourne? GoDev. Ok, donc là je suis connecté au Docker. Je peux faire un PSaux, je peux voir que Delve est toujours lancé. Ouais, bref. Sur CMD, MQTT to BDD. Ah mais c'est marrant parce que il se connecte directement sur Delve, il se connecte directement sur la source en fait ou quoi. CMD MQTT to BDD. On va voir ce que ça va donner au niveau des logs là, parce qu'il y a un truc que je comprends pas trop. C'est quelle version du logiciel on exécute là en fait. Donc là, voilà, on voit pas les conteneurs stopper, donc c'est bien. Là, ce qu'on voit, c'est mon instance, enfin c'est mon interface OrbStack qui permet de voir finalement les différents conteneurs qui tournent sur mon système. Et moi là, ce que j'aimerais faire, déjà si je vais dans Mosquito, pas sûr qu'on puisse voir les notifs, mais bon, on va quand même tenter. Là, je viens là, je vais ici, je lance la commande. Ouais, ok. Donc là, j'ai lancé ma notification MQTT. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est peut-être notre notif qu'on voit là, quoi. Et là, est-ce qu'on a eu des nouveautés? A priori... Attendez, je comprends pas. Ok, donc c'était peut-être des messages qu'il y avait avant, en fait. Je sais pas si je peux pas rajouter... Je sais pas quel message j'ai envoyé depuis... Bon, attendez. Peut-être que si je laisse ce message de log en surbrillance, si là je renvoie une notif, je peux voir... Ok, il n'y a rien en plus. Vraisemblablement, nous avons quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Alors, on va pouvoir tester le debugger, voir à quel point il est cool dans un cas d'usage pratique. Qu'est-ce qui se passe si je mets un point d'arrêt? Donc, normalement, c'est... Alors, attendez, on retourne dans le main.go sans le diff. Je mets un point d'arrêt là dans cette méthode, cette fonction anonyme. J'appuie sur F5 pour me connecter au conteneur Docker. Voilà. Là, je réexécute la commande. Ah, on s'arrête dans le debugger, donc ça veut dire que notre événement, déjà, il est correctement détecté au niveau de notre application. Alors, comme dit, en fait, on se connecte au serveur MQTT via ce code-là. On crée un nouveau client, le client on se connecte sur Mosquito. La Mosquito, en fait, avec la commande qu'on a tapée juste avant, on lui a envoyé un nouveau message qu'il doit publier. Donc, le topic, c'est... Zigbee to MQTT Living Room Thermostat.
La charge utile, c'est ce JSON-là. Là, moi, je suis bien arrêté donc dans la fonction qui est censée gérer ces notifications, en fait. Et je devrais pouvoir voir, là, dans les variables locales, le topic qui est celui qu'on a dit avant, là, Zigbee to MQTT Living Room Thermostat 2, et puis la charge utile qui est si présente, quoi, qui est le JSON, là, qu'on a, en fait, écrit sur la ligne de commande, quoi. Mais maintenant, là, ça serait ce insert message qui poserait problème. Donc là, moi, je vais rentrer dans cette fonction. Là, je ne peux pas la voir parce que je suis rentré dans le contexte pour machin truc plutôt que dans la fonction qui est appelée. Moi, je vais rentrer dans insert message, je suis en train dans background. Donc, je pense qu'il faut que je retourne à nouveau dedans jusqu'à ce qu'à un moment, on soit au bon endroit. Donc là, pourquoi il s'affiche rien? Parce qu'on est en train de naviguer dans des instructions qui ont été compilées et dont j'ai pas les sources. Time.go, là, moi, j'ai pas les sources sur l'ordi, donc on ne sait pas quel code source m'afficher, quoi. Ok, donc là, on est dans quoi? On est toujours à cet endroit-là, donc je sais pas trop ce qu'on a. On a peut-être fait un time.now. En réalité, je peux peut-être mettre un autre point d'arrêt là-dedans. Ça va être plus simple, voilà. Et ensuite, je peux continuer l'exécution. Ok, on y arrive. Donc là, nous sommes dans notre fonction insert message, avec notre contexte, avec notre sensor. On peut pas voir la valeur directement, là, puis on la voilà. Et tout ce qu'il faut, quoi, bref. Ensuite, on continue. Sensor run, donc là, c'est ce qu'on avait dit avant. En fait, on convertit la variable sensor en sensor run de façon à ce qu'on on ait une chaîne de caractères au niveau du typage et pas juste une chaîne d'octets arbitraire. Ça va nous permettre de gérer, comme on avait vu dans une autre vidéo, les tailles correctement des messages. Parce que si je dis que mon message ne peut faire que 10 caractères, par exemple, si j'ai des caractères bizarres, enfin bizarres, des caractères UTF-8 en fait, qui sont codés sur plusieurs octets, donc si un caractère est codé sur 2 octets, et on a le sensor qui est considéré comme une chaîne arbitraire d'octets, en fait, il va compter comme 2 caractères, alors qu'en rune, il comptera plus comme un caractère, bref, peu importe. Là, nous avons notre query, et puis notre commande, là, qui a exécuté l'instruction, en fait, donc... Tiens, c'est marrant d'ailleurs que on n'ait pas ce truc dans un if. Ah non, c'est parce que command tag, on l'utilise après, ok. Donc voilà, là c'est fait, et a priori, ça a été écrit en base de données, hein. Là, tout a l'air de bien se passer, donc je comprends pas trop à la fois pourquoi on n'a pas de log, ni pourquoi on n'a pas d'écriture dans la base. MQTT connection lost. Donc on parle la connexion MQTT, mais en même temps, là on a quand même réussi notre écriture, quoi. Est-ce que notre application ne tournerait pas en continu? Je vais vérifier si l'écriture là a fonctionné. Ouais, là, elle a bien fonctionné l'écriture. Et donc ça voudrait dire que si là je supprime le tout, que j'éteins le conteneur et que je le rallume, non, je vais pas supprimer le conteneur, je veux supprimer les logs, mais ils n'arrêtent pas de revenir, donc ça marche pas très bien cette histoire. Parce que là il est quelle heure? Ok, 14h02. Ok, donc là il se passe rien en fait, tant qu'on n'ait pas de connexion. Mais je croyais qu'on avait réparé ce problème là. Attendez, je me rappelle plus quel était le sujet de la vidéo précédente. Ce qui est d'une façon un peu grave, mais bon. Si on est d'accord que dans la vidéo d'avant, on a justement fait en sorte que notre application puisse être exécutée à la fois en étant attachée au debugger et à la fois en n'y étant pas, non? On est là, quoi. Voilà notre fameuse commande. Attends, alors c'est l'inverse. Tirer continue. Ça veut dire qu'avant, l'application était exécutée directement, alors que le 100, je suppose qu'elle se bloque maintenant, non? Bah oui, c'était exactement... Je me rappelais plus. Mais oui, tout le but de ce truc-là, c'était d'avoir effectivement un process qui était bloqué en attente du debugger, et si on voulait ne pas utiliser le debugger, en fait, ce qu'on faisait, c'était qu'on pouvait se connecter à la base, enfin, au serveur, et lancer à la main l'application, voilà, et puis là, elle est connectée, quoi. C'est incroyable, hein, j'ai vraiment une mémoire oufissimement nulle. Et là, maintenant, on est connecté, et si là, je lance le script, on devrait voir, voilà, là, les messages, ils s'écrivent. Comment je m'invente des problèmes, quoi. Et là, maintenant, si on se connecte, on verra les 5 derniers par date. Donc on a les index 100, 99, 98, 97, 96. Donc tout fonctionne très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu pourrais me redonner la commande qui me permet d'exécuter les tests d'intégration déjà existants sur le projet? Je sais plus, c'était go test pas intégration, mais il y avait l'histoire du flag là, qu'on pouvait rajouter dans les fichiers. Docker exec go test tag intégration. Ok, c'est ça. On va juste exécuter ça aussi. Donc là, ils me disent que c'est OK. Et maintenant, normalement, si je regarde le contenu de la base, elle devrait être vide. OK. Pourquoi elle est vide? Parce que dans le test d'intégration, en fait, on nettoie la table avant et après les tests, quoi. OK, tout est bon pour moi. Les tests d'intégration passent. Et puis, les différents tests que tu m'avais demandé de faire juste avant.
Donc pour moi, la story est bonne. Je finalise la story, d'abord le checklist DOD. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Requirement met, tous les AC implémentés, handler, insert message, AC 1 à 3, logging, ok, tout est bon. Coding standard, c'est bon aussi. Test, on n'a pas fait de test unitaire ni quoi que ce soit. On a fait des tests fonctionnels par contre. Bon, toujours les mêmes trucs de dépendance. Documentation, rien à faire de spécial. Est-ce que je veux sauvegarder les changements? Bah oui, il me valide juste la tâche 5, hein, donc c'est bon pour moi. Donc voilà, l'implémentation est bonne. Pas besoin de référence en plus. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Completion note list. Ok, on a juste le fichier qui a été changé. Appel hardcodé. Ce qu'il nous dit, le handler goroutine per message utilise return non vide dans le bloc if erreur est différent de nil pour satisfaire static check tout en respectant la convention de ne pas reloguer. Insert message log déjà l'erreur en interne. Je pense que c'est ça, mais regardons. Donc là, nous sommes dans le message handler. Ok, on fait un return avec rien. Ah oui, j'avoue, j'ai même pas fait attention à ce truc bizarre, quoi. Mais comme ça, au moins, on sait que l'erreur silencieuse est explicite, quoi. Parce que je pense que le linter était pas content, parce que si on fait juste un db client insert message sans vérifier erreur, bah, il peut pas savoir si on n'a juste pas conscience qu'il peut y avoir une erreur à gérer ou si effectivement on veut ne pas la gérer, quoi. Ok. Le reorder, oui, c'est bon, ça c'est pas très grave. Test manuel confirmé par l'utilisateur, ok. Carry forward, donc toujours les sujets find, machin à traiter plus tard, quoi. Bon, ok. On est en ready to review. Récap de ce qui a été fait, donc un seul fichier modifié avec 3 changements, reorder, ok, suppression du test hardcodé dans la story, et run l'ergoroutine keywire, ok, donc c'est bon. Tout est bon, juste voir le contexte où on en est. On est à 100 000 tokens déjà. Bon, on va encore revoir ce main.go. Est-ce qu'on a des modifs à faire à la main? Je suis pas sûr, hein, tout m'a l'air bien là de ce qu'il a fait. Donc ouais, on a juste changé ce code de place hein, finalement. Et ensuite, dans le message handler, en fait, avant, on avait... tout ce qu'on avait avant, c'était qu'on avait hardcodé finalement notre message sauvegardé en base de données. Est-ce que je... Oh, il est là. C'est tellement zoomé qu'on n'arrive même pas à bien voir les choses. Un peu le truc chiant quand je filme... c'est que je dois me limiter à une mini fenêtre, en plus qui est zoomée pour que vous voyez quelque chose. Bon bref, avant, ouais, comme dit, on avait même en plus le preview là, avec cette histoire de taille pour éviter qu'il soit trop gros, quoi, bref. On avait juste notre message de debug, pour s'assurer qu'on le récupérait correctement de MQTT, enfin du serveur Mosquito, et là maintenant, bah, on l'insère simplement en base de données, quoi. Tout ce qu'on fait dans la story. Alors que ça fait 1h21 qu'on tourne, tout ça pour ça, quoi. Heureusement qu'on aime faire ça, hein. Allez, on passe au QA, et ensuite c'est fini pour cette vidéo. Oui, bah tu peux me faire un review de la story 1.9. Alors, je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de risques dans cette story, mais on ne sait-on jamais. Trigger d'escalade, 11 AC, supérieur à 5, 10 preview automatique. Ouais, bon, bah, c'est des AC, pas non plus... genre, on change l'ordre de connexion à la base de données, c'est pas non plus le truc le plus délicat, quoi. Aucun nouveau fichier test rajouté. Il va falloir justifier ça. Oui, très faible surface de code, effectivement. Pas de code haute approfondi. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a écrit? Quand même voir ce qu'il nous dit. Résultat, revue approfondie, surface de risque basse. Étape 2, analyse complète. Traçability AC, test, implémentation. Ah ouais, il nous dit même à quel point on a testé à quel point les critères d'acceptation sont couverts par des tests. Toutes les AC sont couvertes, couverture manuelle, ouais, c'est un peu le genre de truc. Pour de se faire chier, on va le mettre en manuel. Comme ça, c'est là. Et on va dire que tout le monde est content. Le code est propre et idiomatique. Merci pour cette analyse. Hein. Ouais, c'est ça, la forme avec retourne explicite est la meilleure approche. Elle satisfait le standard, toujours vérifier les erreurs sans utiliser l'underscore, qui est interdit. Underscore, comme dit, c'est quand on dit qu'on ne veut pas, qu'on ne veut explicitement pas utiliser cette variable, quoi. Quand une fonction retourne plusieurs variables. Et le commentaire explique l'intention. Ouais, c'est un peu genre un bypass un peu foireux, je pense, en réalité, mais bon. En réalité, ouais, c'est ça, enfin... C'est un peu compliqué d'imposer de toujours gérer les erreurs, quoi. Sans faire ce genre de bricolage au final quand on n'a explicitement pas envie de le gérer parce qu'elle est déjà gérée. Bref. Log fatal F vs log L error plus OS exit 1. Inconsistante préexistante depuis story 1.3, intentionnelle car le logger structuré, elle, n'est pas encore disponible au moment du load config. Aucune action requise ici. C'est quoi cette histoire là? Consistante préexistante depuis la story 1.3 intentionnelle car le logger structuré, elle, n'est pas encore disponible au moment du load config. Parce que nous on fait des log fatal F, c'est quoi fatal F? Fatal F is equivalent to printf followed by a call to OS exit 1.
Ok, donc en gros quand tu as une fatale F, l'application s'arrête et dans l'autre config, on fait ça à la main, c'est ça? Je comprends pas son histoire là. Pas de OS là dans l'autre config. Là on log les erreurs, ok. Là on log le fatal quoi. On va lui demander de nous expliquer ça quand même. Hein. Goroutine non bornée. À taux élevé de messages plus span DB prolongé, les goroutines s'accumulent. Chacune bloquée sur contexte.background. Attendant la DB. À l'échelle actuelle, environ 8 thermostats, maximum 100 devices, minimum à 10 messages par seconde. Cela représente au pire quelques dizaines de goroutines simultanées, entièrement négligeables. L'architecture Story 2.1, channel plus goroutine unique résout structurellement ce point. Ok. Mais attends, ça aussi, c'est-à-dire quoi que le contexte.background dit bloc là-dessus? On va aussi lui marquer ça là. Contexte.background sans timeout dans la goroutine, carry forward, ça va être géré plus tard, ok. Test architecture, pas de test unitaire, c'est correct. Parce que main n'est pas testable en isolation à ce niveau. Tests d'intégration, ils existent déjà pour l'écriture en base de données. Tests manuels qui ont été faits, ok. Ok, bon là il est d'accord. Hein. Pas de refactoring à faire, ok. Et maintenant il me demande si c'est bon pour moi, ce qu'il me demande d'écrire. Et je sais pas ce qu'il me demande d'écrire, je crois que j'ai fermé sa fenêtre. C'est là en bas. Oui, bon, c'est la même chose en anglais, quoi. Oui, tu peux écrire ton récapitulatif. Dans le récapitulatif. Donc il me remet la demande. Ok, donc là, moi je lui dis oui. Mais je vais quand même lui poser quelques questions après. Ah, le guide file aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Story 1.9. Ok, tout est bon. Donc là, on rajoute une nouvelle issue, find 009. Goroutine par message pattern. Ben, si jamais il nous dit que si jamais il y a un gros problème de base de données, on va avoir une accumulation de goroutines qui vont chacun bloquer avec le contexte en background, qui à terme peut flouder mon système d'exploitation de thread, je suppose. Mais bon, comme il dit dans la story 2.1, on va gérer tout ça, quoi. Ok, revue terminée. Alors, je lui demande, tu peux m'expliquer précisément ton point? Et là, je vais lui montrer le titre du truc, là, 3 log.fatalf vs l.error plus osexit, puisque moi, je vois pas de os.exit, là, donc... Dans main.go, il y a deux façons différentes de gérer une erreur fatale selon l'endroit dans le code. Ligne 20, 23, avant que le logger structuré existe. Donc là, effectivement, on log l'erreur fatale et ça nous fait un OS_EXIT à la fin. Ligne 29, 31, après que le logger structuré existe. Pas de log ici, le client a déjà logué. Pourquoi cette différence? Log fatal F et le logger de la stdlib go, ok, il est écrit sur stdr en texte brut. Puis appel OS_EXIT, c'est le seul outil disponible avant que L soit instancié. C'est quoi L? L, c'est mon instance du logger, c'est ça? Ouais, ok, c'est ça. Ah, ok. Pourquoi est-ce qu'on définit pas le logger avant, en fait, alors? Ah oui, parce qu'il nous faut le log level. Et le log level, on le récupère que dans la configuration, quoi. Donc effectivement, s'il y a un problème de configuration, il y a un problème d'œuf et de la poule. On ne peut pas gérer correctement le message d'erreur parce que le logger n'est pas initialisé. Le logger ne peut pas s'initialiser parce qu'on n'a pas encore le log level, quoi. Ok. Mais là, pourquoi on fait un OS_EXIT ici? Ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est parce que le message de log, il sera déjà marqué dans la fonction connect, quoi. Là, en cas d'erreur, on le fait ici dans errorf. Et du coup, bah forcément, en fait, tout ce qui reste à nous, c'est de quitter l'application, quoi. Mais ok, j'avais vu ça différemment. Moi, je pensais que le problème, c'était qu'on faisait des OS_EXIT explicites avant d'avoir généré notre logger, alors que oui, moi je le voyais pas en fait, cet OS_EXIT typiquement dans la gestion de la configuration, quoi. Mais ça me va, d'accord. Donc il me dit quoi? Donc pour l'erreur, l'autre config, tu ne peux pas utiliser L, n'existe pas encore. Effectivement, à partir de la ligne 25, tout passe par L.error plus OS_EXIT qui est fait dans le parent, quoi. C'est une incohérence de surface, pas de fond, les deux produisent le même effet, log plus exit, mais avec des formats différents. Pourquoi je l'ai noté mais sans finding? Parce que le corrigé imposera de restructurer main, initialiser le logger avant de charger la config, ce qui crée un autre problème, c'est ce qu'on a vu, le log level vient de la config. C'est un compromis connu établi dès la story 1.3, ok. Mais c'est tel quel est la bonne décision, d'accord. Autre chose que je ne comprends pas, contexte.background est bloquant. On va écrire autre chose que je ne comprends pas. Dans la section categoroutine, tu dis que... Donc autre chose que je ne comprends pas, dans la section categoroutine non bornée, tu dis que contexte.background est bloquant le temps que la goroutine précédente se termine. Alors qu'a-t-il répondu? Non, ce n'est pas ça, contexte.background n'a aucun lien avec les autres goroutines. Laisse-moi reformuler plus clairement ce qui se passe concrètement. Chaque message MQTT arrive, une nouvelle goroutine est lancée. Cette goroutine appelle insert message qui appelle cpool exec, donc qui
se charge concrètement d'écrire le message en base de données, d'accord? Si la base de données est down, PGX va tenter d'établir une connexion et va attendre une réponse du serveur Postgre. Comme le contexte est contexte en background, pas de timeout, cette attente est potentiellement infinie. Pendant ce temps, les messages MQTT continuent d'arriver, chacun lance une nouvelle goroutine, chacun bloque aussi sur PGX. Résultat, les goroutines s'accumulent, chacune bloquée indépendamment sur sa propre tentative de connexion à la BD. Ce ne sont pas des goroutines qui attendent les unes des autres, elles sont toutes bloquées au même endroit PGX, d'accord? Ok, oui, en fait, c'est... Contexte.background pourrait définir un timeout pendant lequel attendre au maximum. Là, il n'y a pas de background, donc en fait, les threads peuvent s'accumuler, quoi. Ok, c'est bon. C'est bon, merci. Tu peux passer la story en down. En down. Et voilà. Et nous, on n'a plus qu'à committer ça, et puis on sera bon. Et en plus, on a fini l'épique 1, quoi. Incroyable. Tant d'émotions. Bon, on va committer et tout ça. La story, le gate, le main.go. Story. Et puis, on est bon. Hein. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu de continuer notre petite découverte de Go. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On n'a pas fait grand-chose. On a simplement persisté le message, la vraie notification MQTT finalement en base de données. On a eu un petit récap de comment fonctionnait mon instance de dev que j'ai implémenté juste avant. Mais bon, après, pour ma défense, dans la vraie vie, ça fait quand même bien 2 ou 3 semaines que j'ai plus bossé sur MQTT tout BDD. Donc, c'est le temps que je me remémore cette façon de faire, quoi. On a un peu parlé des goroutines aussi, oui, c'est vrai, des différences entre les fonctions anonymes et celles qui ne sont pas, et de ce qu'était une closure aussi. Bref, voilà, comme dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ou à liker la vidéo, ou à faire les deux. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Si vous avez vous-même des serveurs à administrer ou que vous êtes en galère de développement de logiciels en Go par exemple, ou plus précisément en PHP, vous pouvez aussi me demander de vous aider. J'aurai peut-être un peu de temps libre pour vous assister là-dedans, quoi. En attendant, on se dit à la prochaine. Salut!